Bonsoir à toi, mon jeune téléspectateur. C'est vendredi, ce qui veut dire que tu attends déjà avec impatience, assis devant ton récepteur YouTube, le nouvel épisode. Et aujourd'hui, je ne peux pas te décevoir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi tes doigts s'engourdissent. Est-ce dangereux pour la vie? À quoi cela est-il lié et comment peut-on lutter efficacement contre ce problème? As-tu déjà entendu parler des syndromes du canal? Tu sais ce qu'est un tunnel. Es-tu déjà passé dans un tunnel? Voici nos nerfs, le nerf. Voici le petit pectoral. Aujourd'hui, il va jouer l'un des rôles principaux pour nous. Elle se décolle parce qu'elle n'est pas fixée correctement. Ah non, c'est correct. À partir de la troisième côte, voici le début du tunnel. Et nos nerfs passent dans des tunnels similaires. Qu'est-ce qu'un nerf? C'est comme des fils électriques qui relient tout notre corps. Le cerveau est relié d'abord par la moelle épinière, qui se prolonge par de gros nerfs. Les voies nerveuses principales se trouvent dans la moelle épinière, à l'intérieur de notre colonne vertébrale. Et entre les vertèbres, voyez ici, de gros nerfs sortent d'abord. Ce sont les racines nerveuses qui se rejoignent, puis se divisent en nerfs plus petits. Et c'est cette connexion entre le cerveau et le reste du corps qui assure le fonctionnement de tout notre organisme. Ce n'est pas seulement grâce à cela que nos bras et nos jambes nous obéissent, mais aussi que nos organes internes fonctionnent. Mais si cette connexion est perturbée, si un nerf est comprimé quelque part, un signal déformé parvient au cerveau. Ou, au contraire, le signal du cerveau arrive de façon déformée, par exemple à la main. Comment cela se produit-il? Nous avons différents types de nerfs. Il y a les nerfs sensitifs et la sensibilité peut aussi varier. La sensibilité à la douleur, à la température, la sensibilité tactile. Et il y a la fonction motrice, les fibres motrices du nerf. Si nous prenons un nerf quelconque, tout le monde a déjà ressenti un engourdissement quelque part. Par exemple, si vous passez du temps dans une position inconfortable, pendant vos loisirs, le nerf peut simplement être comprimé à un endroit. C'est normal, cela peut arriver dans des positions inconfortables. Vous avez croisé les jambes et la jambe s'engourdit. Cela ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose de grave, c'est juste que parfois, à certains endroits, les nerfs passent de façon superficielle. Si on appuie dessus et qu'on maintient la pression, cela provoque une altération de la fonction du nerf, une légère ischémie du nerf, une perturbation de l'apport sanguin au nerf, et il peut temporairement perdre sa fonction. Vous ressentirez un engourdissement, c'est un signal que votre corps vous envoie pour indiquer qu'il y a une compression du nerf à cet endroit. Compression, cela signifie qu'il est pincé. Quel est le danger ? Ce n'est pas seulement la perte de sensibilité. La perte de sensibilité n'est pas très grave, la perte de la fonction motrice est bien pire et plus dangereuse. Et nous avons 3 nerfs qui innervent notre main. Il y a le nerf cubital, il y a le nerf médian. Ses doigts montrent donc, cela signifie que ses doigts sont innervés par lui, et le nerf radial, c'est cette partie dorsale. Et selon votre malchance, selon le nerf qui est comprimé, vous allez ressentir certains symptômes. Le plus souvent, il y a une pression, une compression du nerf cubital. Et dans ce cas, ces deux doigts, l'auriculaire et l'annulaire, deviennent engourdis, parfois seulement l'auriculaire. Cela se produit à plusieurs niveaux. Il faut aussi savoir où il a été comprimé pour pouvoir le libérer, car son trajet est long. Ils commencent tous ici, ils sortent des trous intervertébraux. Ici, entre les vertèbres, il y a des petits trous spéciaux. À l'intérieur se trouve la moelle épinière. Vous voyez, il est ici en jaune, et déjà à partir de lui partent les nerfs. Les voici, ça c'est la racine, la partie épaissie du nerf, et ensuite le nerf continue. Ensuite, ils peuvent se regrouper pour former des plexus nerveux, puis ils se divisent en nerfs distincts. Selon l'endroit où quelque chose est comprimé, il peut y avoir une perte de sensibilité, une incapacité à bouger ou de la douleur, cela dépend de la partie du nerf qui est comprimée ou du nerf concerné. Toutes ces fibres sont à la fois motrices, sensitives, douloureuses, thermiques, mais cela relève aussi de la sensibilité, et parfois il n'y a que des fibres motrices, donc il n'y aura pas de douleur. Par exemple, la main peut simplement pendre comme ça, ou le pied et cesser de bouger.
Avec le nerf radial, il arrive souvent que le mouvement soit perturbé, c'est-à-dire que la main pend ainsi et ne peut plus se relever. Le nerf cubital et le nerf médian provoquent de simplement soit de la douleur, soit une perte de sensibilité. Par exemple, vous ne sentez pas le bout des doigts, mais cela arrive plus souvent avec le nerf médian. Et il faut savoir où ils sont comprimés pour pouvoir les libérer plus rapidement à ces endroits-là. Le premier niveau de compression, c'est le foramen intervertébral, mais là, en général, il y aura une douleur, souvent une douleur lancinante, et c'est là que le nerf est le plus souvent comprimé, soit par une hernie, soit par de l'arthrose des articulations. Ces articulations entre les vertèbres peuvent se déformer, de l'arthrose peut s'y développer avec des excroissances osseuses et ces excroissances osseuses commencent à irriter la racine nerveuse. Dans ce cas, il s'agira surtout de douleurs lancinantes plutôt que d'engourdissement, même si ce dernier peut aussi survenir. Le niveau suivant se situe entre les muscles scalènes. Dans notre organisme, nous avons 3 muscles scalènes, le scalène antérieur, le scalène moyen et le scalène postérieur. Ici, nous voyons la partie antérieure du muscle scalène antérieur. Le scalène antérieur, le voici, en rouge. Et juste derrière lui se trouve le muscle scalène moyen. Leur particularité est qu'ils commencent à partir des processus transverses, ce sont les apophyses latérales des vertèbres cervicales. Le muscle scalène antérieur s'attache à la première côte, celle-ci, tandis que le muscle scalène moyen s'attache à la deuxième côte. Et c'est justement entre eux que passe tout le plexus cervical, précisément à cet endroit, entre les muscles scalènes antérieurs et moyens. Très souvent, ici, nous allons encore dessiner le muscle scalène moyen qui va jusqu'à la deuxième côte. Et c'est justement entre ces muscles, le scalène antérieur et le scalène moyen, que le plexus cervical est comprimé. C'est un endroit très fréquent de compression. En plus de cela, quels symptômes peuvent accompagner l'engourdissement des doigts ou de la main, voire d'une partie de la main? Il y aura un déplacement de la tête vers l'avant. Voilà, la tête se déplace vers l'avant comme ceci. Limitation de la rotation. Il sera difficile de tourner la tête car les vertèbres sont maintenues par ce muscle, elles ne tournent pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Limitation des mouvements latéraux. Des maux de tête peuvent survenir à cause du déplacement de la tête vers l'avant. L'espace se rétrécit, ici la distance diminue entre la première vertèbre et l'os occipital. Et là, le nerf occipital commence à être comprimé. Cela provoque un mal de tête dans la région occipitale. Dans certains cas, lorsque l'artère vertébrale entre de façon atypique dans son canal, lorsqu'elle passe encore entre les muscles scalènes, il est possible qu'il y ait une compression de l'artère vertébrale. Dans ce cas, le symptôme inclura aussi des vertiges. Le niveau suivant de compression fréquente de tous les nerfs qui vont vers le bras, c'est le petit pectoral. La voici, elle est ici, vous voyez, elle ne tient pas. Elle commence à partir du processus coracoïde de l'omoplate. Sur l'omoplate, ici vous voyez le processus coracoïde. Le tendon du biceps s'y attache aussi. Le processus coracoïde de l'omoplate. Et ensuite vers les côtes, la 3e, la 4e, la 5e côte. Et nos nerfs, ceux qui sont d'abord passés entre les muscles scalènes. Ils passent ici sous la clavicule, puis sous le petit pectoral comme ceci. Et ce n'est qu'après qu'ils sortent sur la face interne du bras, de l'humérus. C'est ça qu'on appelle l'épaule en anatomie. Pas ceci, mais cela. Si, pour une raison quelconque, par exemple, vous avez besoin que votre bras devienne engourdi, disons que cela pourrait être utile à certains hommes célibataires qui voudraient s'offrir un rendez-vous avec une inconnue. Admettons, ils peuvent se comprimer les nerfs à cet endroit, tenir un peu, et en 1 minute, le bras deviendra engourdi. Vous pouvez utiliser cette astuce. Mais il n'est pas recommandé de le faire trop souvent, c'est dangereux. Le niveau suivant de compression, qui se produit non pas artificiellement comme ici, mais naturellement. C'est l'endroit où notre nerf cubital est comprimé. Cela se produit à l'endroit situé pratiquement à côté de l'insertion du muscle appelé fléchisseur ulnaire du poignet. Elle se trouve ici. Et ici, le nerf cubital passe directement à travers ce muscle. Il passe à l'intérieur en traversant le muscle.
Et c'est justement à cet endroit qu'il est très souvent comprimé. Chez ces personnes, un engourdissement survient, par exemple en tenant un téléphone ou un livre. Ces deux doigts s'engourdissent, très souvent à cause de cela. Et puis, la troisième méthode. La troisième, ou peut-être pas la troisième, à vous de compter. L'endroit où ça se comprime, c'est le canal carpien, juste ici. C'est là que le ligament s'épaissit. Une instabilité des petits os se produit. Ils s'écartent un peu sur les côtés, ce qui réduit aussi l'espace pour les nerfs. Une hypertrophie des ligaments peut survenir, ou bien cela peut être dû à l'instabilité de ces petits os qui s'écartent aussi un peu sur les côtés, ce qui tend l'appareil ligamentaire ici. Cela provoquera aussi des engourdissements. De plus, il y a le rond pronateur. En cas de faiblesse ou au contraire de spasme de ce muscle, le nerf médian peut aussi être comprimé ici, il peut être pincé. Donc maintenant, il faut tout libérer. Le premier niveau de compression, c'est le muscle scalène. Antérieur, moyen, comme nous le savons déjà. Il y a plusieurs façons de les détendre. D'abord, avant de les détendre, il faut contracter autre chose à leur place. Qu'est-ce qu'il faut contracter ? Le long extenseur du cou, qui ne peut pas remplir sa fonction, ne supporte pas la charge. La tête s'est déplacée vers l'avant, c'est pourquoi la première chose à faire, c'est de le renforcer. C'est pourquoi l'un des exercices pour renforcer le long extenseur est plus difficile, je vais en montrer un plus simple. Un exercice plus simple pour les athlètes débutants. Pour les athlètes de première catégorie, les juniors, ceux qui souffrent d'ostéochondrose, c'est pour vous. Allongez-vous sur le dos, face vers le bas, la tête légèrement penchée, penchez au bord du lit, laissez-la pendre et tenez cette position comme ça. Regardez vers le bas, vers le sol, regardez attentivement. Pendant 10 secondes, si vous tenez 10, faites 20. Si ce n'est pas difficile, ajoutez un mouvement. Penchez-vous légèrement en avant et à 45 degrés vers l'avant. Regardez vers le bas, à 45 degrés vers l'avant. C'est déjà de la dynamique, le mouvement est un peu plus difficile. Si le premier est difficile, faites seulement le deuxième, mais ensuite, la charge suivante sera un peu plus sérieuse, un peu plus difficile. Le niveau de difficulté suivant ne se fait pas sans l'utilisation d'une serviette. Vous la placez sous votre nuque près du mur, vous vous levez, vous la mettez ici, comme ceci, puis vous vous éloignez du mur, vous regardez vers le haut, un peu à 45 degrés, et dans cette position, vous maintenez votre posture. Dans cette position, la charge se reporte sur le long extenseur du cou. Plus vous vous éloignez du mur, plus la charge sur le cou sera importante. Donc, il ne faut pas aller trop loin tout de suite, ne vous surestimez pas. Et dans cette position, vous restez debout, le long extenseur du cou travaille. À ce moment-là, le muscle scalène se détend très bien, car toute la charge passe sur les muscles postérieurs. En plus, ce qui est bien avec cet exercice, c'est que les muscles du cou s'activent. La partie inférieure de ces muscles, car ils sont longs, commence directement d'ici. Ils montent ainsi vers le haut. Et très souvent, toute cette partie des muscles est faible. Et cet exercice vous permet de les solliciter. Après avoir sollicité les extenseurs du cou, vous pouvez passer à l'étirement des muscles scalènes eux-mêmes. Il y a plusieurs options. Si on incline simplement la tête sur le côté, ce sont les muscles élévateurs de l'omoplate et le trapèze qui vont s'étirer. Pour étirer le muscle scalène, vous levez un peu la tête à 45 degrés pour que votre nez regarde vers le haut et vous inclinez la tête sur le côté. C'est une façon de s'étirer. Deuxième option, si le trapèze est très court, si le muscle élévateur de l'omoplate est très court et qu'il ne vous permet pas d'étirer correctement le muscle scalène. Alors, on soulève un peu l'omoplate, c'est-à-dire qu'on pose la main sur quelque chose, mais sans forcer avec l'omoplate, on la pose simplement comme ça. On s'appuie avec la main sur quelque chose, et dans cette position, on fait la même chose. Essayez d'abord l'inclinaison pour étirer votre muscle scalène moyen. Si vous ne ressentez pas une forte tension, essayez de lever un peu la tête vers le haut. Cela va aussi étirer le scalène antérieur. Voilà, et faites le mouvement. Étirez, relâchez, étirez,
Relâchez. S'il y a une douleur, alors cela signifie que cet exercice ne vous convient pas. Si la douleur irradie dans le bras, si l'engourdissement s'aggrave, alors il ne faut pas utiliser cet exercice. Un étirement plus doux, alors faites-le. Regardez, voici le suivant. Posez la main sur l'épaule, tournez le nez de façon à ce qu'il soit dirigé vers votre coude. Placez les doigts de votre main derrière le muscle sternocléido-mastoïdien. Ce muscle-là, vous voyez, c'est l'un des plus gros à l'avant et vous placez directement vos doigts derrière lui. Et maintenant, en gardant cette position de la tête, lorsque votre nez est dirigé vers le coude et en gardant les doigts sur le muscle scalène. Mais vous n'atteindrez sûrement pas le muscle antérieur ou moyen. Bougez légèrement vos doigts vers l'avant ou vers l'arrière, vous en trouverez un. Inclinez la tête vers l'oreille. J'ai incliné vers la gauche maintenant et maintenant vers l'oreille droite. Et vous maintenez les doigts en glissant sur la peau vers le bas. De cette façon, vous commencez à étirer votre muscle scalène antérieur et vous déplacez les doigts un peu en avant, un peu en arrière, un peu en avant, un peu en arrière. C'est ainsi que vous étirez. C'est un bon étirement sûr du muscle scalène. Des deux côtés. Là aussi, vous tournez la tête et passez les doigts ainsi. Ici, il faut absolument tourner la tête. Et cette inclinaison est nécessaire. Si vous le faites simplement dans une seule position, ce n'est pas aussi efficace, parce que le muscle est assez long. Il commence directement à partir de la deuxième vertèbre cervicale. La partie supérieure et la partie inférieure peuvent être raccourcies. C'est pourquoi il faudra faire cela sur toute la longueur du cou. Le niveau suivant, c'est le petit pectoral. Ici, on peut l'étirer dans l'encadrement d'une porte, on peut l'étirer dans un coin, on peut aussi étirer alternativement le muscle droit et le muscle gauche. Pour cela, on se place près d'un mur, on pose une main comme ceci sur le mur, et maintenant on commence à tourner, à s'éloigner de la main. Et ici, on ressent une tension qui apparaît dans la zone du petit pectoral. De cette façon, on peut étirer séparément le côté droit et le côté gauche. On place la main d'un côté, puis de l'autre côté. Si vous changez la position de la main, différentes parties du muscle seront étirées. Un raccourcissement du grand et du petit pectoral peut survenir ici, souvent simultanément. C'est pourquoi il faut étirer les deux, la droite et la gauche. Mais elle ne se raccourcit pas non plus toute seule, son raccourcissement se produit à cause de la faiblesse du muscle opposé. Lequel est-ce? C'est le trapèze supérieur, le trapèze moyen, le trapèze inférieur et le muscle rhomboïde. Pour solliciter la partie supérieure du trapèze et le muscle rhomboïde, vous prenez un rouleau, vous le posez, vous vous allongez de façon à ce qu'il soit près de votre tête. Vous posez vos mains sur ce rouleau et vous commencez à lever vos coudes vers le haut. Avec vos mains, vous vous appuyez dessus. La tête repose sur le front, on lève, on abaisse, on lève, on abaisse. On essaie de lever les coudes plus haut que les oreilles. Maintenir quelques secondes, puis relâcher. Et on fait 2 ou 3 séries comme ça. Pour solliciter les muscles antagonistes du petit pectoral, remarquez que l'épaule va alors pivoter lorsque le petit pectoral se raccourcit. Un des symptômes, en plus de l'engourdissement et de la faiblesse des bras, est aussi le déplacement de l'épaule. Penché en avant, l'épaule et le bras tournent ainsi. L'avant-bras. Détendez-le, massez-le. Il est plus pratique d'utiliser une chaise avec un dossier. Asseyez-vous dessus. Trouvez cette partie du côté de l'auriculaire, là où se trouve votre fléchisseur ulnaire du poignet, et en commençant, à partir de la partie supérieure du tiers inférieur de l'avant-bras, massez, comme ça. À ce moment-là, un engourdissement peut justement apparaître. Si vous avez trouvé une zone où les doigts commencent à s'engourdir, c'est précisément là que vous êtes tombé sur l'endroit où il est comprimé chez vous. Si, au moment où vous travaillez la main, les doigts se plient un peu, c'est normal. Tous les muscles qui plient les doigts commencent justement à partir d'ici. Commencez par travailler cette partie ainsi que celle du milieu.
juste ici, au cas où. Pour libérer aussi le nerf médian. Ensuite, on peut faire un peu d'exercice d'étirement pour ces muscles. Pour cela, tenez-vous près d'un mur, placez votre main de cette façon, il vaut mieux commencer plus bas. Si vous sentez une tension ici, tenez simplement la position. Si vous ne sentez rien, montez un peu plus haut. Vous pouvez placer la main comme ceci. Cela détend les muscles de l'avant-bras. C'est une option près du mur, l'autre se fait sur la table. Par exemple, vous pouvez faire comme ceci. Vous vous levez, vous placez vos mains ainsi, vous étirez comme ça, mais c'est déjà un peu plus. Difficile, compliqué. Regardez ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez étirer comme ceci. Faites-le doucement, l'essentiel c'est de tirer. Si ça tire trop, commencez d'ici, puis quand vous serez à 90 degrés, faites-le ici. Mais au début, il vaut mieux masser cette partie-là. Alors, les amis, voici les principales méthodes pour éliminer l'engourdissement et la faiblesse dans les mains. Parce que si vous ressentez une faiblesse soudaine, que vous prenez un objet et qu'il tombe rarement de votre main, c'est justement lié à la faiblesse de la main elle-même. Le plus souvent, c'est soit le petit pectoral qui commence à comprimer le nerf allant vers la main, soit ici les muscles scalènes. Donc, tous ceux qui ont fait ces exercices, prenez un stylo avec votre main renforcée et écrivez un commentaire sous la vidéo ainsi que quelques likes. Comme il se doit, abonnez-vous et à la prochaine émission.